Le 19 novembre 2018, au sommaire de cette édition, le Premier ministre chef du gouvernement vient de lancer à Conakry un programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes. Il vise à lutter contre les violences, contre les migrations clandestines, pour du projet 65 millions d'euros. La jeunesse de la CEDEAO condamne les violences survenues ces derniers temps à Conakry. Elle invite le gouvernement à renforcer la sécurité pour mettre fin aux multiples attaques. Au sommaire encore, le Sud des Guinéens qualifié pour la CAN Cameroun 2019. L'ambiance était explosive au stade du 28 septembre. Un public bon enfant chantait et dansait sur les mêmes couleurs. Une occasion pour certains jeunes de retrouver pour la première fois leurs parents à Conakry. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Fini le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Professeur Alpha Condé a pris part à ce rendez-vous. Au menu de discussion, la mise en œuvre des réformes comme par exemple l'autonomisation financière de cette organisation panafricaine. Sanassi Keita, commentaire. Le président de la République, professeur Alpha Condé, était attendu dans la capitale éthiopienne ce 17 novembre 2018 pour prendre part aux travaux de ses assises d'Addis Abeba. 22 chefs d'État et de gouvernement du continent avaient effectué le déplacement. Ces dirigeants du continent se sont tous mis d'accord pour réformer davantage l'Union africaine. Une refonte censée rendre l'organisation panafricaine plus efficace en se partageant par exemple mieux le travail entre l'Union africaine, les organisations régionales et les États membres. Ces réformes visent surtout à rationaliser l'organisation continentale tout en générant des recettes auprès des États membres et en sanctionnant ceux qui ne versent pas leur contribution. Une mesure qui a été initiée depuis la présidence du professeur Alpha Condé en 2017. Une autonomie financière exigée et soutenue par l'ensemble de ses dirigeants. Et en marge de ce sommet extraordinaire pour la mise en œuvre des réformes, l'Union africaine a officiellement lancé ici à Addis Abeba son fonds pour la paix. L'objectif étant de permettre à l'organisation de financer rapidement ses initiatives en faveur de la paix sur le continent sans avoir besoin de solliciter des pays donateurs, comme c'est le cas souvent. 60 millions de dollars, soit 53 millions d'euros ont été à ce jour réunis. Les États membres sont appelés à verser au total 400 millions de dollars à ce fonds d'ici à 2020. À Conakry, audience au palais Sékou Touré, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a successivement reçu ce lundi en audience le directeur général de l'Agence palestinienne de développement et la directrice du Centre de commerce international. Ils sont venus chacun renforcer les relations de coopération entre leurs institutions et la Guinée. Abdou Karim Condé. Deux audiences en lice ce lundi 19 novembre 2018 au palais Sékou Touré. D'abord, le directeur général de l'Agence palestinienne de coopération internationale, Imad Al-Zouhaili, est venu pour la mise en application des accords signés entre les deux pays. On est en train d'explorer les possibilités de passer à l'acte. On a signé des accords de coopération entre les deux pays et je crois que selon les instructions de mon président Mahmoud Abbas, on est là avec une délégation dans le domaine de la santé et l'agriculture pour traduire les accords qu'on a signés en projets réels sur le terrain. Nous sommes intéressés par le domaine de la santé, l'investissement général et la promotion et le développement du secteur agricole. Donc on a transmis une lettre officielle écrite de la part de son Excellence président Mahmoud Abbas à son frère professeur président Alpha Condé qui indique qui lui affirme les liens d'amitié entre les deux pays, qui informe aussi son Excellence le président Alpha Condé à la délégation palestinienne qui vient aujourd'hui. On a rencontré quelques ministres, on a un programme qui est bien chargé, donc on va rentrer d'ici vendredi avec des projets qui sont faisables et qui sont envisageables à réaliser très très bientôt. La République de Guinée elle a toujours soutenu la cause juste du peuple palestinien
Et il est temps pour nous, le peuple palestinien, d'exprimer la gratitude au peuple de la République du Guinée à travers le savoir-faire qu'on possède dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine de la santé et l'agriculture. C'est pour cela qu'on est là, pour remercier le peuple et le gouvernement et le président de la République de la Guinée, mais aussi pour avancer dans ces relations en réalisant des projets qui correspondent aux intérêts de deux pays. Puis, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu la directrice du Centre de commerce international, Madame Arantxa González, a discuté avec le chef de l'État sur l'appui de son institution à la Guinée dans le domaine du commerce et de l'agriculture afin de favoriser l'emploi jeune en Guinée. La discussion a porté sur les soutiens que les centres de commerce international apportent à la Guinée. C'est un soutien qu'elle apporte depuis des années, mais qui s'accentue maintenant surtout dans les domaines des jeunes et des femmes. Notre but, c'est de coopérer en nous alignant sur les objectifs très clairs du président, il me les a décrits, pour la transformation de l'agriculture, pour l'emploi des femmes, pour l'emploi des jeunes. Donc ce que nous allons faire en tant que centre de commerce international, c'est de nous aligner sur ces objectifs qui sont les objectifs de la Guinée, accompagnant les efforts nationaux en vue de participer à la création d'emplois pour les jeunes, notamment à travers les commerce international qui est les grands défis du pays. L'audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordée à la délégation palestinienne et le Centre de commerce international vise à créer de l'emploi pour les jeunes et les femmes de Guinée. Dans l'actualité encore, le Premier ministre chef du gouvernement a procédé ce lundi au lancement officiel du programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes. Objectif, lutter contre les causes profondes de la migration en Guinée. C'est un projet de 65 millions d'euros. Reportage, Hadi Kamara, Ousmane Bangoura. C'est le lancement du programme Intégra en Guinée. Un programme qui vient contribuer à réduire le flux migratoire des jeunes Guinéens vers l'étranger. Il est financé par l'Union européenne, car le nombre de Guinéens candidats à l'émigration a fortement augmenté. Ce programme doit répondre et permettre aux jeunes Guinéens de trouver un remède à leur souffrance qui pousse la plupart d'entre eux à prendre le chemin d'une aventure. Le programme d'appui à l'intégration socio-économique des jeunes, en abrégé Intégra, va œuvrer sans répit à prévenir et à limiter l'immigration irrégulière en Guinée, tout en favorisant l'insertion socio-professionnelle des jeunes avec un montant de 65 millions d'euros. Il s'agit de mettre au centre de nos préoccupations la personne humaine, la jeunesse, et de défendre à vie ces projets, aussi nos intérêts. Les intérêts pour un développement plus important en Guinée, les intérêts de l'Union européenne qui veut avoir des partenaires politiques et commerciaux plus performants. Ce programme cadre bien avec les orientations du chef de l'État, professeur Alpha Condé, orientations qui privilégient l'accès des jeunes à des emplois durables. La volonté politique du gouvernement guinéen mérite d'être soulignée. En effet, plusieurs dispositifs d'insertion socio-économique des jeunes ont été récemment mis en place afin de vaincre les facteurs structurels qui entravent l'accès à l'emploi et incitent les jeunes à rechercher un meilleur avenir ailleurs, très souvent hypothétique, au péril de leur vie. Au titre de ces initiatives, il me plaît d'évoquer entre autres le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Le projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne avec un volet entrepreneurial agricole jeune, dit PATAG et AGI. Et le projet filets sociaux productifs. Dans la même veine, la Guinée collabore pleinement dans les initiatives visant à renforcer la coopération entre États dans la gestion de la migration. C'est dans ce cadre que notre pays, à travers le ministère des Affaires étrangères, a pris une part active au processus d'élaboration du pacte mondial pour une migration sûre, ordonnée et régulière, dont l'adoption est attendue le mois prochain.
Déjà, 3 agences d'exécution du programme sont ciblées. Il s'agit du Centre du commerce international, de l'Agence de coopération belge et de l'Agence de coopération allemande. DJ Forstry était de la partie pour appuyer le programme dans une chanson qui condamne l'immigration clandestine vers l'Europe. Nous nous excusons pour la qualité sonore de cet élément. Dans le même registre, le projet renforcement des organisations de la société civile pour l'emploi durable ROCED fait du chemin en Moyenne-Guinée, cofinancé par Plan International et Union Européenne. Ce projet a permis de baisser le taux de migrants clandestins par le biais des micro-projets. Une mission conjointe des bailleurs de fonds était sur le terrain pour évaluer le niveau d'exécution du ROCED. Fatima Touyalo, reportage. Pour empêcher la couche juvénile d'emprunter le chemin de l'aventure incertaine, Plan International et l'Union Européenne accompagnent 12 organisations de la société civile. Il s'agit de soutenir les structures de jeunesse à mettre en place des micro-projets générateurs d'emplois. Cet appui va favoriser l'autonomisation des jeunes. Avec ce projet, vraiment, on a gagné beaucoup de choses. Parce que non seulement nous a permis de ne pas s'aventurer dans la route clandestine, et nous a permis de rester chez nous et travailler ici. Vraiment, ça nous a aidé à enlever notre idée de partir ailleurs seulement. Maintenant, les jeunes de Dara ont compris que de rester ici, travailler pour eux-mêmes est beaucoup meilleur que d'aller à l'extérieur. Daralabé est l'une des 12 sous-préfectures de la Moyenne-Guinée à avoir bénéficié de ce micro-projet de Plan International. Le but de ce projet, c'est de renforcer les organisations de la société civile afin de contribuer à la création d'emplois durable pour la jeunesse. J'étais très impressionnée par l'accueil qui nous a été réservé, les témoignages des différents jeunes bénéficiant du HMO, des groupements d'épargne, voilà, donc les groupements, les différentes activités génératrices de revenus. Cette composante du projet ROCED a permis la réhabilitation de la piste rurale reliant Daralabé à la commune urbaine de la et la mise en place des groupements de femmes pour l'amélioration de leurs conditions de vie et leur épanouissement. L'autre image de l'actualité nationale, une forte délégation du ministère de la Défense nationale et de l'état-major général des armées était ce matin au domicile du capitaine Gérard Vivier, à Kipé, victime du malheureux incident à Bambeto. La délégation s'est entretenue avec la famille et a annoncé des dispositions prises pour sauver le malade, sergent-chef Alassane Yabi, correspondant de la presse militaire. Capitaine Gérard Vivier recouvre peu à peu sa santé après les incidents de Bambeto. Ce matin, une délégation du ministère de la Défense nationale et de l'état-major général des armées s'est rendue au domicile de l'officier Akipé pour partager les préoccupations de la famille et la rassurer quant à la prise en charge médicale jusqu'à son évacuation. Demandons aux jeunes, c'est déjà entendu, ils vont quitter, ils vont libérer la route. Dès aujourd'hui, vous allez le constater. Moralement satisfaite de cette visite, la famille ainsi que les populations ont enlevé les barricades érigées très tôt ce matin sur les différents axes routiers de Kipé. Il mange et peu à peu, tous ces 2 jours-ci-là, je suis avec lui, matin et soir, nuit. Depuis qu'il est venu ici, son état est stable. Je peux dire qu'il y a l'espoir. En attendant l'avis des médecins pour son évacuation dans les plus brefs délais, capitaine Gérard Vivier reçoit les soins intensifs à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéenne. La jeunesse de la CEDEAO condamne les événements survenus ces derniers temps en Guinée. Elle invite le gouvernement à renforcer l'autorité de l'État pour mettre fin aux violences. C'est à la faveur d'une conférence de presse tenue ce lundi à Conakry. Maurice Sidibi était de la partie. Les événements qui se sont déroulés dans les quartiers de Wanindara, de Bambeto, d'Amdalaï et d'Ekipé inquiètent la jeunesse de la CEDEAO antenne Conakry. Face à ces scènes de violence à répétition dans la capitale, la plateforme sollicite le renforcement de l'instauration de l'autorité de l'État
pour préserver la paix et la quiétude sociale. Il faut que l'autorité de l'État, on redonne vie à cette autorité-là. Il faut que les lois de la République, les textes de la République, nous avons la Constitution, nous avons des codes, le code pénal, le code civil et beaucoup d'autres codes. Les textes de la République soient respectés. Il faut que l'État veille au respect de ces textes-là. Je vous assure, quand les textes de la République sont respectés, nous allons éviter tous ces problèmes, toutes ces violences en répétition. Au cours de cette conférence de presse, les actes de vandalisme perpétrés sur les installations de la société Guiter à Banankoro dans la préfecture de Kiriwani et les agissements de certains citoyens tendant à créer la confusion ont été condamnés par les conférenciers. Considérant que la sécurité des personnes et leurs biens en tout lieu et en toutes circonstances constitue l'un des rôles régaliens de l'État, sachant que des incendies volontaires sont des crimes prévus et punis par le code pénal guinéen, convaincu que rien ne peut justifier cette atrocité, comme si nous vivons dans un état de non-droit, nous, acteurs de la société civile guinéenne, exigeons de l'État l'ouverture immédiate d'une enquête afin d'arrêter et juger les auteurs et commanditaires de ce vandalisme qui ternit considérablement l'image de notre pays et décourage les investisseurs. Cette plateforme de la jeunesse ouest-africaine invite aussi les différents partis politiques à sensibiliser leurs militants sur la nécessité d'œuvrer pour la non-violence et de garantir la quiétude sociale en... Et puis suite à la série de rencontres avec les maires, les 130 présidents de conseils de quartier, les acteurs sociaux, politiques et les services de sécurité au sujet de la montée vertigineuse de l'insécurité dans la ville, le gouverneur, président du conseil de ville, informe les citoyennes et citoyens qu'à compter de ce lundi 19 novembre 2018 à partir de 18h, le renforcement du dispositif sécuritaire sur l'ensemble du territoire de la ville de Conakry sera effectif. Le gouverneur rappelle que la présente mesure est prise pour assurer sans exclusive la sécurité de l'ensemble des citoyens et de leurs biens. À cet effet, le gouverneur, fidèle à son engagement, en appelle à la collaboration de tous et de chacun pour la réussite de cette mission d'intérêt général. Conakry, le 19 novembre 2018, général de brigade Mathurin Bangoura. Dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens, un comité mixte composé de policiers, de gendarmes et de militaires est mis en place. Son rôle, effectuer des patrouilles dans tous les lieux stratégiques de la capitale. Le porte-parole de la police nationale, le général Mamadou Kamara, est au micro de Alpha Essiagaba. Regardez. Le gouvernement a entendu l'appel des citoyens pour la sécurité et leurs biens, la lutte contre la criminalité et le grand banditisme, principalement dans la ville de Conakry et environ, a décidé qu'à compter de ce jour 19 novembre 2018, le déploiement d'un dispositif de sécurisation. À cette occasion, des patrouilles mixtes police-gendarmerie armée s'effectueront sur les principaux axes de la ville de Conakry. Pour réussir cette mission de sécurité publique, nous comptons sur la collaboration de chacun et de tous. La contribution des citoyens dans la lutte contre la recrudescence du grand banditisme, de la criminalité et du grand banditisme qui porte atteinte à l'unité de la nation et aux libertés fondamentales est vivement souhaitée. Nous rappelons que cette mission s'inscrit dans le cadre de l'application de la loi 009 portant maintien et rétablissement de l'ordre public. Conakry, le 19 novembre 2018, la commission de sécurisation de la ville de Conakry. Et puis ce communiqué conjoint des ministres en charge de la fonction publique et du travail avant de poursuivre cette édition, conformément aux dispositions de décret numéro D95-250 PRG-SGG de 1er août 1995 instituant les fêtes légales en République de Guinée, les ministres en charge de la fonction publique et du travail portent à la connaissance des travailleurs, travailleuses et agents des secteurs publics, mixtes et privés que la journée du mardi 20 novembre 2018, le lendemain de la fête de Maouloud, date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est déclaré férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les ministres en charge de la fonction publique et du travail profitent de cette heureuse occasion pour souhaiter bonne fête à tous les fidèles musulmans de Guinée, signé Billy Nankouma Doumbouya.
Après les centres de santé, la campagne de dépistage gratuit du diabète se poursuit à Conakry, à la Direction générale des douanes. Les travailleurs qui se sont fait examiner connaissent désormais leur état de santé par rapport aux risques liés au diabète et les mesures à prendre. Ça, à Marathon, le reportage. Les douanes, l'un des poumons de mobilisation des recettes de l'État guinéen. Sur initiative du Lions Club, une équipe de diabétologues et de cardiologues est présente dans les locaux de la direction générale. Les travailleurs de ces services viennent se faire dépister du diabète et contrôler leur pression artérielle. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc, le dépistage permet de connaître son statut et en dépit de cela, on peut prendre des précautions. Si jamais on est à la limite, on sait à quoi s'en tenir. Si on est positif, c'est-à-dire on dépasse les 1,40 g, on doit commencer à faire attention et à consulter un médecin automatiquement. Le diabète constitue un problème de santé publique en Guinée. La maladie touche plus de 100 000 personnes dans le pays. Parmi elles, plus de la moitié ignorent leur état de maladie, d'où l'importance de cette campagne de dépistage. L'année passée, on était dans l'armée, on était au camp Samori, et cette année, on a choisi la douane parce que nous pensons que les gens aujourd'hui sont tellement occupés qu'ils n'ont pas le temps d'aller vers les structures médicales pour voir leur état, disons pour savoir si oui ou non ils sont diabétiques. Donc nous venons vers ces couches pour voir, pour les aider à se contrôler. C'est une maladie aujourd'hui qui ravage plus que le sida. Certains peuvent l'avoir et ne pas le savoir. Si vous avez choisi notre structure, parmi tant d'autres, pour opérer, pour venir pratiquer cette opération de dépistage, eh bien, nous ferons que vous dire merci. Le diabète est une maladie dont la prise en charge reste un défi en Guinée. Parmi les facteurs de risque de cette maladie figurent l'alcool, le tabac et le manque d'exercice physique. Le Sili national fait la fierté de la Guinée, vous le savez déjà. Le match tant attendu Guinée-Côte d'Ivoire a tenu ses promesses. Le Sili est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. L'ambiance était explosive au stade du 28 septembre à Conakry. Le public bon enfant chantait et dansait sous les mêmes couleurs. C'est une forte image d'unité nationale que le football a permis de partager sous les couleurs rouge-jaune-vert. Commentaire Aboubakar Kamara. Des gerbes lumineuses et étincelantes, des boules explosives de gaieté au-dessus du stade historique du 28 septembre. En cette soirée du dimanche encore, ce grand temple des grands moments de notre marche historique commune a renvoyé au monde l'image d'une vibration collective positive et constructive d'un pays uni dans sa diversité. Ce dimanche et en ce lieu mythique du stade du 28 septembre, la communion de tous les fils et de toutes les filles de ce pays s'est réaffirmée avec force et vigueur. La fraternité guinéenne s'est exprimée avec éclat et faste, aussi bien dans les gradins que dans tous les foyers de nos compatriotes, ici en Guinée comme à l'extérieur du pays. Les mouvements du ballon agitaient dans presque la même proportion nos sentiments de supporters d'une seule équipe. Cette journée encore, nos différences, nos rancœurs, l'instinct de violence chez certains parmi nous se sont fondus dans les flottements du tricolore national. Dans les travées du stade ce dimanche-là, les tambours ont crépité à tout rompre pour ces valeureux défenseurs de notre patrie commune. Des cris de joie et d'approbation poussés à gorge déployée ont, à l'unisson, appuyé les assauts de nos valeureux pachydermes rouge-jaune-vert. Les récupérations de balles ont fièrement secoué nos cœurs unis et ont été salués par des tonnerres d'applaudissements de tout un peuple. Sur cette pelouse, aucun patronyme. 11 gladiateurs, tout simplement guinéens, remarquables seulement par des numéros de maillot. Les prénoms et les talents au service de notre gloire collective. Celle qui permet à la Guinée de garder la dragée haute devant les nations aussi redoutées que l'adversaire du jour. Au stade du 28 septembre, ce grand soir, les Guinéens ont par le football touché à l'idéal olympique, la construction et l'expression du vivre ensemble harmonieux et constructif.
Le public, mobilisé depuis les premières lueurs du jour, n'avait ni visage catalogué, ni patronyme spécifique. Le public guinéen était tout court guinéen face à l'enjeu national qui est et reste la victoire de l'équipe nationale. Et les joueurs ont mouillé le maillot dans le même état d'esprit, c'est-à-dire la défense farouche de la fierté nationale. L'État, à travers le chef de l'État, a mis les petits plats dans l'écran pour faciliter l'atteinte de l'idéal commun. Une synergie d'action et de patriotisme qui nous est venue comme une énorme bouffée d'oxygène et qui a sonné le sursaut national. C'est cette Guinée que nous voulons. C'est cette Guinée une et indivisible que nous souhaitons. C'est cette Guinée qui transcende ces querelles byzantines dont nous rêvons chacun et tous. Cette Guinée qui met de côté toutes les divisions qui nous étouffent sur cette terre de liberté et de dignité. Ce dimanche 18 novembre au stade du 28 septembre, le football a uni les Guinéens comme lui seul sait le faire. Cette communion devrait se transmettre à chacun et à chacune de nos familles respectives pour une Guinée prospère et respectée de toutes les autres nations. C'est ensemble que nous avons tourné dos à toutes les formes d'oppression et d'injustice en 1958. C'est ensemble que nous pourrons bâtir et vivre heureux. La qualification du Chili pour la CAN a suscité assez d'engouement. Nous vous proposons les réactions de quelques joueurs. On est satisfait du résultat et voilà, même si on est un peu dégoûté d'avoir fait un 1, mais bon, c'est rien, on a gagné, c'est le plus important et on est qualifié et je pense qu'il n'y a que ça à retenir. Je pense que c'est toutes les Guinéens qui sont contents, c'est sûr. La qualification, on attendait, tout le monde attendait ça, mais maintenant aujourd'hui, voilà, avec la cohésion, la volonté de nos supporters, et c'est ça qui nous a fait qualifier ce soir. On a fait match contre la Côte d'Ivoire, on voulait gagner. On est qualifié ou quoi? Bah oui. Je félicite tout le groupe. On est qualifié. Après, on a fait le boulot, c'était vraiment laborieux. Et voilà, on a fait le taf. On est content, on est qualifié. Le meilleur reste à venir. Le Chili national, notre fierté. Sur ce plateau, nous recevons le sélectionneur du Chili national de Guinée, Paul Put. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Chili est donc qualifié pour la CAN Cameroun 2019. Apparemment, on a le sentiment d'avoir une équipe solide, prête à confronter toutes les autres compétitions. Je pense que nous sommes en route pour avoir une équipe solide. De toute façon, ce qu'ils ont montré jusqu'à présent pendant tous les matchs, c'était la solidarité, c'était un bon esprit des joueurs dans la tête, physiquement présent, mais aussi disciplinaire. C'est ça, c'est important pour avoir une équipe. Et on essaie toujours d'améliorer des choses. On n'est pas arrivé d'abord, mais je pense que nous sommes en route pour avoir une bonne équipe. Mais concrètement, ce que nous constatons depuis votre arrivée à la tête du Chili de Guinée, beaucoup de joueurs évoluant à l'étranger sollicitent à appartenir à cette équipe. En tant que sélectionneur, quel est le sentiment qui se dégage? Tu le sais, je ne suis pas nouveau en Afrique, je connais un petit peu la culture et je savais que la Guinée, ils ont des bons joueurs à chaque fois, mais ça ne veut dire pas que vous avez une bonne équipe. Parce que tu peux jouer avec 11 Messi, mais ça ne veut dire pas que tu as une bonne équipe. Je préfère de jouer avec un Messi et avoir une bonne équipe, jouer avec les 10. Ça veut dire on a travaillé beaucoup sur le plan mental, tactique et technique. Et on a recruté des joueurs parce qu'on m'a demandé pour avoir la qualification, pour assurer. Alors j'avais dit, si on va assurer la qualification, on doit avoir des joueurs expérimentés. C'est pour ça qu'on a recruté des joueurs à l'extérieur et mon deuxième pas, ça va être aussi travailler avec des joueurs locaux pour l'avenir. Aussi, on a des joueurs à l'extérieur d'un jeune âge pour l'avenir. Alors, comme on m'a demandé de préparer aussi une équipe pour 2023, ouais. Alors il faut penser un petit peu à tout. Apparemment, vous êtes très confiant. Je suis très confiant parce que
c'est pas la première fois que, comme je l'avais dit, que je suis en Afrique. De toute façon, j'ai beaucoup confiance aux joueurs, mais j'ai aussi beaucoup confiance au public. Et c'était un petit peu la même chose quand je suis arrivé à Burkina Faso. J'avais dit, une fois que le public est derrière une équipe, tu vas avoir une grande équipe. Alors, c'est ça que j'essaie de communiquer aussi, et c'est ça qu'on doit être honnête avec la Guinée, qu'est-ce qu'ils ont montré, c'est énorme, c'est un soutien pour les joueurs, même c'est eux qui ont gagné aussi le match d'hier, parce que l'arbitre c'était catastrophique le premier mi-temps, mais le deuxième mi-temps il a sifflé normal et on est rentré dans le match normal et on a dominé. Alors ça c'est grâce du public, c'est pour ça que je dis, on doit jouer 12 contre 11. Nous allons proposer un reportage d'Alia Camara avant de poursuivre l'entretien. Deux binationaux rendent visite à leur famille. L'un d'entre eux découvre ses parents pour la première fois. Il s'agit du gardien Ali Keita. L'autre joueur, c'est le défenseur Ali Camara. Les deux sont cousins. Des moments de joie et de retrouvailles pour deux joueurs du Sili national. Alia Camara signe son reportage. Ali Keita, le gardien de but du Sili national. Pour la première fois, il rencontre sa famille guinéenne. Ce binational qui est né et a grandi en Europe découvre ses racines. Moment d'émotion avant de pénétrer dans la concession paternelle. The feeling is amazing. Il a dit qu'il est très content d'être là aujourd'hui, d'être venu en sélection, en même temps de retrouver sa famille, et que c'est incroyable pour lui. Et puis voilà, aujourd'hui son papa est décédé, mais aujourd'hui son papa le regarde et son papa est vraiment content aujourd'hui pour ce qu'il est en train de faire. The best feeling. It was an amazing night yesterday. À ses côtés, un autre joueur du Sili, lui aussi binational. Ali Camara, alias Piqué, est parti du pays depuis qu'il était tout petit. Un retour en famille sous les pleurs de leur tante commune. Ouais, moi je me sens très bien avec lui. C'est un peu grâce à moi, on s'est retrouvé en équipe nationale, on ne se connaissait pas du tout. Mais voilà, après il y a beaucoup de communication entre nous avant qu'on ne prenne l'avion pour venir en Guinée. C'est là on s'est connus, on a su qu'on était de la même famille. Et puis voilà, quand nous sommes rentrés en Guinée, moi j'ai essayé de contacter la famille pour les faire savoir qu'on a retrouvé la famille, une personne qui est de nous. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Mes deux enfants. Ali Keita est le fils de mon grand frère et Ali Camara celui de ma petite sœur. Aujourd'hui, ils font la fierté du pays à travers le Sili national. Les deux joueurs s'appellent Ali et ce n'est pas fortuit. Tous portent le prénom de leur grand-père. Ils ont fait connaissance par hasard lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale. C'est le fils aîné de la famille qui raconte l'histoire. Ils se sont retrouvés, ils ne se connaissaient pas. Ils portent tous le nom de notre grand-père qui est Ali. Et là, j'ai Ali Keita qui était la notabilité d'Abola. Et soudain, ils se sont présentés. Et il y a Ali Keita qui est l'autre gardien de but qui explique à Ali Camara que ouais, je viens en Guinée pour jouer, c'est ma première fois, mais je viens d'abord retrouver ma famille. Mais qui est ta famille? Ma famille, on m'a dit que mon grand-père s'appelait Elhadji Ali Keita. Il était là, il était à Dabola. Il me regarde, il dit mais non, c'est pas vrai. Elhadji Ali Keita, c'est mon homonyme. C'est le père de ma mère. C'est Ali Camara qui répond ainsi à Ali Keita, qui est le gardien de but, Ali Camara Piqué. Keita dit, moi, on m'a dit, c'est mon grand-père, c'est le père de mon père. Les deux enfants se sont regardés et effectivement, le feeling est là. C'était des pleurs, c'était des larmes de joie et tout. Ils sont attendus à l'aéroport pour prendre leur vol, mais avant, un dernier câlin familial avant de s'en aller. Les deux Ali viennent d'écrire une belle page de leur histoire commune. Les parents, depuis l'au-delà, peuvent être fiers de ces retrouvailles. Apparemment, le football est un facteur d'unité, M. Paul Pitt. Tu le sais, en Afrique, il y a beaucoup de pauvreté. Ouais. Et la seule chose que nous, on peut donner, c'est le joie au public. Ouais. Et tu le vois, si tu peux trouver des familles que tu ne savais pas, c'est toujours agréable de savoir. Et tout ça, ça c'est quelque chose bien au sport, un sport populaire. Mais nous, on est conscients
c'est quoi la pauvreté et ce qu'on peut donner au public. Et c'est ça que j'ai essayé de mettre dans la tête des joueurs. On vient ici pour avoir un résultat, mais aussi pour donner le choix au public. Et ça, c'est important. Le Sili de Guinée est donc qualifié pour la CAN. Qu'est-ce qu'il faut envisager pour une bonne représentation du Sili aux autres compétitions africaine et internationale? Oui, d'abord il faut faire une bonne préparation, c'est important. On doit attendre si c'est vraiment confirmé qu'on va jouer au Cameroun ou dans un autre pays. Mais d'abord on a encore le match contre le Centrafrique pour se préparer. Alors on doit avoir l'espoir qu'on ne va pas avoir des blessures comme Ibo Traoré qui a une blessure. C'est dommage pour lui parce qu'à chaque fois qu'il rentre dans l'équipe, il a une petite blessure. J'espère maintenant ça va se passer. Mais ça, il faut avoir un petit peu la chance aussi. Et en même temps, on va essayer aussi toujours de regarder pour les joueurs pour améliorer des choses. Parce que mon challenge, c'est aussi de mettre une équipe en place qui peut faire quelque chose dans la Coupe d'Afrique. Et le football, ça joue dans les détails. C'est ça que c'est important. Alors, on doit continuer de travailler. On doit garder les pieds sur terre, on doit être réaliste dans le football et travailler très dur. Le Sili est qualifié. Autre bonne nouvelle, retenez que le Sili cadet est également qualifié pour la Coupe d'Afrique de la catégorie qui aura lieu en Tanzanie en 2019. Au même moment, le Sili Espoir se bat pour sa qualification. Au match aller, il a battu son homologue de la Mauritanie 2-1 et le match retour est prévu demain, mardi, au stade du 28 septembre à Conakry. Paul Putt, votre dernier mot. Oui, j'espère qu'ils vont gagner aussi ce match. C'est toujours bien pour les pays. Ça aussi donne confiance au public. Et maintenant, je suis très fier, très content qu'ils ont fait un très bon résultat en Mauritanie. Maintenant, c'est le match de retour. C'est à eux de prouver. Mais je suis sûr et certain qu'ils vont faire un bon résultat demain. Et ça, c'est bien pour l'avenir du football de Guinée. On doit continuer de travailler, comme j'avais dit, et on peut travailler. Si les résultats sont là, on peut avoir des bons résultats. Paul Putt, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci. Un grand honneur. Merci. La Guinée célèbre demain, 20 novembre, la journée internationale des droits de l'enfant. Cet événement vise à promouvoir les droits des tout-petits. La déclaration du ministre en charge de l'enfance est commentée par Mohamed Kamara. La journée internationale dédiée aux droits de l'enfant vise à jeter un regard sur le respect des droits des tout-petits à travers le monde. Cette résolution adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1959 est devenue obligatoire en tant que cadre de référence pour la protection et le bien-être de chaque enfant sur Terre en 1989. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant est le fruit d'un mouvement général en faveur d'une meilleure reconnaissance du statut de l'enfant et de ses droits qui trouvent leur origine dans les 10 principes de la Déclaration des droits de l'enfant adoptée le 20 novembre 1959 par l'Assemblée générale des Nations unies. 30 ans plus tard, à la même date, en 1989, ces droits devinrent obligatoires en tant que cadre de référence pour la protection et le bien-être de chaque enfant sur Terre, ainsi qu'adopté à l'unanimité par 78 États membres de l'ONU, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et aux principes énoncés dans la Déclaration de Genève. Cette résolution est un instrument juridique qui prône entre autres le bien-être universel des enfants. Elle a été ratifiée par la Guinée en 1990. Depuis, beaucoup d'efforts sont menés dans le cadre du respect des droits des enfants en Guinée. Bien que nous enregistrons de faibles indicateurs sociaux de couverture et d'impact, des efforts importants ont été accomplis par le gouvernement en faveur des objectifs de développement durable et de mise en application des principes et dispositions de la dite convention en lien avec le programme national de développement économique et social. En outre, des politiques publiques et des plans sectoriels de développement élaborés et mis en œuvre avec la contribution des partenaires bi- et multilatéraux
ont permis d'enregistrer des progrès en matière de survie de l'enfant, d'éducation, d'accès à l'eau potable, d'enregistrement des naissances et de protection contre les abus et toute forme de violence. Pour l'édition 2018, l'accent sera mis sur la construction d'un monde où chaque enfant sera à l'école, à l'abri de tout danger et pourra s'épanouir pleinement. Pour le respect de ces engagements des Nations Unies, les autorités tiennent à la qualification du système éducatif avec une mention spéciale sur l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants à tous les niveaux dans l'exercice de leur métier. Et puis le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, M. Kiridi Bangura, était l'invité du journal Afrique de France 24 ce 19 novembre. Nous vous invitons à suivre l'intégralité de cet entretien juste après cette édition d'information. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.